Bonjour, je m'appelle Caroline Corbeau-Parsons, je suis conservatrice au musée d'Orsay et commissaire de cette exposition Sargent Éblouir Paris. Alors l'art de Sargent est difficile à caractériser. On a tendance, surtout en France, à essayer de le rattacher d'une part à l'impressionnisme et de l'autre à l'académisme. C'est un artiste qui est pétri de culture européenne, qui a regardé et observé de très très près les maîtres anciens, les a copiés. Il a notamment copié Velázquez au Prado et Alt en Hollande. Et donc cette culture en fait est très importante dans ses œuvres, dans ses portraits, mais aussi dans ses scènes de genre. Et il ne se détache pas en fait de cette formation académique, jamais. Il connaît les impressionnistes, il manque la toute première exposition impressionniste de quelques jours, puisqu'il arrive à Paris à l'âge de 18 ans, 3 jours après la fermeture de l'exposition. Mais il va à la deuxième exposition impressionniste en 1976 et s'enthousiasme pour Monet, qu'il rencontre apparemment ce jour-là et qu'il invite à dîner. Mais c'est plus tard qu'il se rapprochera de Monet et de l'impressionnisme. Mais même dans les années 80, en fait, quand il essaye d'émuler Monet, il n'y parvient pas totalement, et peut-être qu'il n'essaye pas non plus de le suivre entièrement. Il n'arrivera jamais à se détacher du noir. C'est aussi un peintre de l'ombre, tout autant que c'est un peintre de la lumière. Et son art est trop ancré dans la connaissance du dessin pour pouvoir tout à fait sacrifier en partie la figure humaine, comme certains impressionnistes le font. Alors Sargent passe les 10 premières années de sa carrière en France, mais il passe ensuite 39 ans au Royaume-Uni. Donc il est adopté finalement au Royaume-Uni. Et les Américains se l'approprient également, même s'il n'y va pas avant ses 20 ans, parce que l'idée d'une école de peinture américaine, surtout au XIXe siècle, est très importante pour les Américains. Or, que ce soit Sargent, Cassatt ou Whistler, tous en fait habitent à l'étranger et surtout sont formés à l'étranger, ce qui est le cas de Sargent. On l'a oublié en France, sans doute parce qu'on lui en a un petit peu voulu après cette ascension fulgurante entre 1874 et 1884, de quitter la France et de s'installer au Royaume-Uni. Blanche écrira des choses pas forcément très flatteuses aussi sur Sargent après son décès, en disant que finalement c'est un peintre à effet. On a tendance à être jaloux de sa technique phénoménale qui est vraiment très apparente dans l'exposition. Et puis Montesquieu aussi publiera en 1905 Le Pavé Rouge, dans lequel finalement il dit qu'après Madame X, après donc le départ de Sargent de France, son talent décline. Et Montesquieu dit que ça aurait pu être le plus grand peintre de sa génération, mais que finalement, ensuite, quand il déménage au Royaume-Uni et qu'il devient le grand portraitiste de l'aristocratie et de l'élite internationale, finalement, il vend un petit peu son âme au diable. Nous sommes au tout début de l'exposition qui commence avec cet autoportrait de Sargent. Il en a très peu peint, il n'y en a que 3 dans toute sa carrière. Donc il s'agit du premier, réalisé en 1886, au moment où il a déjà quitté la France et où il s'installe de manière permanente au Royaume-Uni. Et nous voulions commencer avec ce portrait pour que les visiteurs se rendent compte que toutes les toiles qu'ils vont voir dans l'exposition ont été peintes par Sargent avant ses 30 ans. Au Met, il est très connu. C'est là qu'avait été présentée l'exposition pour la première fois. Madame X est une icône. Mais en France, où il est très peu connu, on voulait mettre en avant son talent prodigieux. Certes, l'exposition mène vers Madame X et vers le scandale qui finalement a précipité son départ de France, mais l'exposition met tout autant en avant les points cardinaux de sa carrière dans la salle centrale, donc les œuvres les plus importantes de sa carrière à Paris, mais également de sa carrière, sans doute sa carrière de 60 ans. C'était vraiment pour mettre en avant ce côté précoce et virtuose qu'on a voulu débuter avec cet autoportrait.
Sargent arrive à Paris lorsqu'il a 18 ans. Il a déjà reçu une formation, mais que ses parents jugeaient lacunaire à Florence, à l'Académie des Beaux-Arts de Florence. Et comme tout jeune peintre aspirant à vivre de son métier, il s'installe à Paris, qui à l'époque est la capitale des arts et de l'enseignement artistique. Et il frappe à la porte de Carolus Duran, donc un peintre trentenaire essentiellement connu pour ses portraits, et qui est extrêmement charismatique, qui a connu un énorme succès au salon en 1869 avec La Dame aux gants, et qui est un modèle vraiment pour Sargent. Et il frappe donc à la porte de l'atelier de Carolus Duran avec tout un rouleau de dessins, un petit peu comme ceci, sous le bras, pour lui montrer et pour pouvoir intégrer son atelier, et le maître reste bouche bée, de même que les élèves de Carolus, qui sont pour la plupart anglo-saxons. Donc avec Carolus Duran, Sargent va apprendre la technique au premier coup, qui à l'époque était assez progressiste, donc ce qui consiste à peindre finalement directement sur la toile, sans dessin sous-jacent, ce qui va un petit peu à l'encontre de la formation qu'un étudiant pouvait recevoir à l'école des Beaux-Arts. Et justement, Sargent choisit également de suivre la voie royale en essayant d'intégrer les Beaux-Arts en parallèle. Et chose très très rare, surtout pour quelqu'un de 18 ans, il intègre l'école des Beaux-Arts immédiatement. Et on voit ici l'un des dessins qu'il a pu réaliser là-bas, qui de loin a presque un caractère photographique dans sa précision, mais qui en fait a vraiment été réalisé à main levée et qui arrive à créer une profondeur tout à fait extraordinaire, mais sans aucun recours à la photographie ou au calque. C'est vraiment ces talents d'observation qui ressortent dans ce dessin. Et grâce à lui, il terminera deuxième au classement aux Beaux-Arts, donc le classement le plus haut jamais atteint par un Américain. On voit aussi un exercice ici qu'il a pu faire dans l'atelier, sans doute aux Beaux-Arts, donc ce qu'on appelle une académie, un passage obligé pour un étudiant. Donc il fallait dessiner des modèles nus. Et c'est un dessin qui en fait est assez difficile à dater si on ne sait pas justement qu'il a été fait pendant sa formation, puisque le style de Sargent est déjà là. C'est un dessin tout à fait singulier qui est caractéristique du style et du regard que Sargent peut porter sur ses modèles. C'est aussi un dessin d'une grande sensualité. On pense que Sargent était sans doute homosexuel, et la grande sensualité en tout cas de son modèle ressort ici dans ce jeu d'ombre et de lumière qui caresse finalement le corps et la poitrine de ce jeune homme. On voit finalement dans ce dessin tout à fait fascinant par sa virtuosité que Sargent avait déjà atteint la maturité stylistique, qu'il s'agisse de ses dessins ou des peintures qu'il a pu réaliser dans l'atelier de Carolus Duran. Nous avons ici 3 œuvres qui ont été vraisemblablement exécutées dans l'atelier de Carolus Duran, donc comme un exercice. 3 œuvres du même modèle et qui permet de montrer la variation aussi des talents de Sargent. Ici, un exercice sur le clair-obscur, qui montre bien à quel point Sargent était aussi un peintre de l'ombre et pas que de la lumière. Il y a évidemment une référence au Caravage ici, le Caravage qu'il connaissait très bien pour avoir vécu en Italie. Ici, un exercice redoutable pour un jeune peintre et sans doute le premier essai de Sargent dans ce que les Anglais appellent le white on white, le blanc sur blanc, ce qui est vraiment de plus difficile à faire en peinture puisqu'il s'agit de rendre l'illusion du blanc sans utiliser du blanc finalement, mais toutes les teintes de gris et seul ici en fait on a un réau de peinture blanche pure. Et Sargent deviendra très célèbre pour justement sa maîtrise du blanc sur blanc. Et ici, un troisième portrait qui montre vraiment ce qui caractérise Sargent, qui est cette joie de peindre, ce plaisir dans la matière picturale et cette touche très, très moelleuse qui est extrêmement visible ici. Mais on voit encore qu'il est en train d'être formé avec Carolus Duran. Là, son style arrive à maturité, mais la manière dont il fait contraster les touches de peinture sombre et les réaux de lumière est encore assez visible. Et ça deviendra un petit peu plus souple dans ses premiers tableaux envoyés au salon. Là, on est en 1876. Ses premiers portraits sont acceptés au salon l'année suivante, en 1877.
Le paradoxe du séjour parisien de Sargent, c'est que finalement la Paris moderne l'intéresse très peu. Il n'y a que 2 tableaux dans toute l'exposition qui représentent cette vie parisienne, indépendamment des portraits des personnalités de l'époque, évidemment. Il y a donc ce tableau qui représente l'orchestre Padeloup au Cirque d'hiver, et on voit ici le chef d'orchestre Jules Padeloup. Un tableau tout à fait original dans la production de Sargent, mais dans l'histoire de l'art en général. C'est un tableau pratiquement en noir et blanc, avec un cadrage tout à fait audacieux, en demi-cercle, qui représente la spirale de la musique. On sait que l'orchestre jouait la Damnation de Faust de Berlioz, et Sargent utilise des touches tout à fait staccati pour peindre les cuivres, la section des cuivres, et il arrive en un coup de pinceau, finalement, un coup de pinceau très peu chargé de peinture, à imiter la partition de musique. Et finalement, ce tableau est mimétique d'une partition et du mouvement de la musique, de sa linéarité. Et on voit pourquoi Sargent a pu plaire à Degas, par exemple, avec ce cadrage tout à fait exceptionnel. Et l'autre portrait des années parisiennes, qui représente Paris, est une scène du jardin du Luxembourg à l'heure bleue. Une scène qui représente finalement son quotidien, puisque l'atelier de Sargent, lorsqu'il a débuté à Paris, était rue Notre-Dame-des-Champs, donc à 2 pas du jardin du Luxembourg. Mais c'est un tableau qui, par son sujet, le rattache à des peintres comme Denitis ou Raffaelli, qui ont également pu être intéressés ou attirés par ce type de sujet tout à fait parisien et ces harmonies grises et bleutées au moment du crépuscule. Donc Sargent est américain, mais il passe son enfance en Europe. Il naît à Florence en 1856 et donc il se rend aux États-Unis pour la première fois quand il a 20 ans. Il travaille très peu sur place, on sait qu'il va visiter les chutes du Niagara, mais en rentrant sur le bateau, il y a une grande tempête. Et il fait ce tableau vraisemblablement pas sur le vif, car ce serait très difficile à peindre, mais néanmoins on sent vraiment son sens de l'observation phénoménal. Et la composition de ce tableau est vraiment surprenante. On voit l'arrière du navire presque plongé au creux de la vague. Et surtout à ce moment-là, Sargent utilise vraiment toutes les possibilités que lui offre la peinture et il retourne son pinceau pour utiliser le manche et pour gratter la peinture, pour reproduire les lattes, en fait, les lattes de bois sur le pont du bateau. Là encore, on voit à quel point il arrive à créer une composition tout à fait aboutie avec une grande économie de moyens. Ça a été réalisé vraisemblablement très très vite. Ce tableau est intitulé « En route pour la pêche » et c'est vraiment la première scène de genre que Sargent envoie au Salon en 1878 parce que chaque année, il envoie un portrait mais aussi une scène de genre qu'il rapporte de ses voyages, enfin, dont le sujet lui vient de ses voyages. Et à cette époque, pour un artiste américain, la Bretagne est particulièrement exotique.
Et il se rend donc à Cancale, où ses parents se sont aussi installés, et il réalise donc des études sur le vif, dont on voit certains exemples dans la salle. Et lorsqu'il travaille en fait sur la plage, ça crée un attroupement et ce qui lui déplaît parce que c'est quelqu'un de très discret et il finira finalement la toile dans son atelier. Alors on sent encore finalement dans ce tableau l'influence de personnes comme Jules Breton ou Bastien Lepage, mais on sent aussi déjà sa touche très personnelle dans le traitement de l'eau et les reflets de lumière dans ces flaques d'eau sur la plage. Et Sargent est immédiatement remarqué au salon et loué pour sa capacité à peindre la lumière. Et il y a un magnifique petit détail qu'on a découvert plus tard avec mon co-commissaire Paul Perrin, qui est ce ruban, en fait, le ruban de la coiffe qui flotte dans le soleil et qui attire la lumière, en fait. C'est un tableau plein de petits détails tout à fait formidables. Sargent se rend aussi à Capri, uniquement vraiment pour une campagne de travail sur place. Capri à l'époque attire beaucoup les peintres, donc là encore c'est peut-être un sujet un petit peu attendu, mais il peint sur place aussi le modèle que beaucoup de peintres américains avaient également représenté, Rosina Ferrara, qu'on voit ici de profil, et qui l'inspire particulièrement. Il aime le type méditerranéen. C'est vraiment un type qui revient constamment dans sa peinture. Mais là, on a cette formidable étude qui n'était pas présentée au Met, qui vient d'une collection particulière et qui montre également la manière incroyable dont il arrive à capturer la lumière en fait sur ce panneau de bois. On a l'impression vraiment que ça génère de la lumière avec ces reflets à contre-jour dans les cheveux de Rosina, qu'on retrouve dans un autre tableau. Donc c'est Rosina Ferrara en train de danser sur un toit à Capri, donc avec cette belle architecture et ces murs blanchis à la chaux, qui tient un travail sur le blanc et le mauve, ce qui l'intéresse énormément à cette période. Mais on voit aussi que c'est la grâce de son modèle qui l'intéresse, et surtout la danse, ce motif de la danse qui est vraiment très très présent dans son œuvre à ce moment-là et qu'on trouve aussi dans ses tableaux qu'il exécute en Espagne. Mais ces études qui sont réalisées très rapidement seront synthétisées finalement dans un tableau qu'il va envoyer au salon et qui s'appelle Dans les Oliviers à Capri et qui montre à nouveau Rosina, dans lequel on retrouve cet effet de contre-jour sur les cheveux qui était dans la première étude que je vous ai montrée. Et le tableau est très bien reçu, il est remarqué. On voit ce fond finalement impressionniste qui fait la synthèse entre l'impressionnisme et puis Bastien Lepage. Mais ce côté personnel également de la composition et ce qui frappe la critique à l'époque et ce qui génère aussi des caricatures, c'est cette contorsion. Donc ce qu'il aimait dans la danse et dans les études de danse, on le retrouve finalement dans la pose de Rosina sur le tronc noueux en fait de cet arbre et elle sera caricaturée comme étant attaquée par une sorte de python en fait. Et donc le côté noueux et très souple de la pose de Rosina va un petit peu frapper au salon et c'est quelque chose qui reviendra ensuite dans les portraits de Sargent. Très souvent les poignets sont retournés, les mains de Sargent disent vraiment quelque chose de sa peinture et son ami Vernon Lee parlera d'une crispation nerveuse. Je ne pense pas nécessairement que ce soit le cas, mais en tout cas, il y a vraiment une expression dans le corps qu'il arrive à saisir parce qu'il a cette technique extraordinaire qui lui permet vraiment de travailler très vite et d'être extrêmement précis dans la manière dont il peint les mains. Sargent se rend à Venise plusieurs fois et il faut se souvenir que Sargent est né en Italie, il est né à Florence, il connaît très bien Venise, entre autres. Et ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les clichés qu'on peut retrouver dans certains tableaux vénitiens, ce ne sont pas les canaux et les gondoles, même si on en voit parfois plus tard dans son œuvre. Ce qui l'intéresse finalement, c'est la Venise mystérieuse qu'il connaît bien. Ses cousins, les Curtis, ont un palazzo à Venise, le Palazzo Barbaro. Et ce qui l'intéresse, ce sont les ruelles
ruelles sombres et l'intérieur sombre des palazzi qui sont traversés de lumière. Et finalement, c'est la Venise intemporelle qui l'intéresse. On comprend aussi, en regardant ces scènes vénitiennes, pourquoi la Paris moderne ne l'intéresse pas trop. Paris n'est pas un sujet pour lui parce que Paris a été reconstruite sous Haussmann et ensuite après la guerre de 1870. Et le côté moderne de cette ville ne l'intéresse pas, de même que Londres ne l'intéressera pas non plus. Donc Sargent voyage en Espagne, dans le sud de l'Espagne, et se rend ensuite en Afrique du Nord. Et il est frappé, lorsqu'il est à Tanger, par la vision de cette femme qui se parfume en fait au-dessus d'un encensoir. Il commence à faire des études sur place. Malheureusement, la météo ne sera pas de son côté, il va pleuvoir et il terminera encore une fois ce tableau de retour à Paris. Sargent dira de Fumée d'ambre gris, le titre du tableau, que son intérêt en fait réside uniquement dans la couleur. Et quand on se rapproche de ce tableau, on voit que finalement il y a très peu de blanc. Ce sont des camailleux de couleur beurre frais en ce qui concerne la tenue de cette femme, des teintes de gris, de mauve, de rosé, pour rendre en fait l'achot de l'architecture qui est blanchie. Même si le sujet finalement correspond à ce qu'on aurait trouvé chez les peintres orientalistes au salon, et c'est sans doute pour ça qu'il va aussi au Maroc pour trouver un tel sujet, il fait quelque chose de tout à fait différent qui se rapproche plutôt de l'art sur l'art et de ce que Whistler pouvait faire. C'est finalement la propre symphonie en blanc de Sargent. Et si vous vous approchez à nouveau, vous verrez le soin qu'il a apporté aux détails pour les bijoux de cette femme. Et ce qui est très frustrant, c'est qu'on sait, grâce à des photos d'origine, qu'il avait conçu un cadre pour faire écho à ces bijoux, dans lequel on voyait des motifs triangulaires qui finalement faisaient écho à ce magnifique collier. Ce cadre est maintenant perdu, mais on voit bien que Sargent avait conçu cette œuvre comme une œuvre d'art totale. Le premier portrait de commande important pour Sargent est le portrait d'Édouard Pailleron, qui était un dramaturge en vogue à l'époque. S'ensuit le portrait de Madame Pailleron dans sa propriété en Savoie, puis le portrait des enfants Pailleron, Marie-Louise et Édouard. C'est un portrait qui met mal à l'aise et qui est vraiment loin des représentations de l'enfance traditionnelle dans l'art du portrait. Le prodige de Sargent, sa capacité à peindre très vite, finalement lui permet aussi de cerner la psychologie de ses personnages. Et c'est pour ça qu'il deviendra le grand portraitiste mondain de son époque une fois qu'il se sera installé en Angleterre. Mais dans ses premiers portraits d'enfants, il y a un côté tout à fait déstabilisant puisque la psychologie de ces personnages qui transparaît dans le regard frontale, par exemple, de Marie-Louise, finalement montre l'adulte qu'elle va devenir. On est loin de la représentation de l'innocence. Et c'est un tableau qui a été utilisé de nombreuses fois pour illustrer le tour d'écrou de Henry James, donc Henry James qui était un grand ami de Sargent. Et dans le tour d'écrou, les enfants tuent leur nourrice. Donc c'est vous dire à quel point l'univers finalement qu'il dépeint est dérangeant. C'est une chose qu'on va un petit peu perdre après le séjour parisien de Sargent. Il y a un caractère bizarre et déroutant des portraits qu'il peut peindre à cette époque. Et après le scandale de Madame X, il va être sans doute plus prudent. Il prendra moins de risques et ce côté étrange de certains de ses tableaux, le côté mystérieux va un petit peu disparaître. Et les trois portraits de la famille Pailleron trônent en majesté dans l'appartement de la famille quai Malaquais et finalement serviront de vitrine un petit peu à Sargent. Les Pailleron tiennent salon, ils représentent vraiment l'élite littéraire de l'époque. Donc beaucoup de personnalités haut placées vont pouvoir admirer ces portraits et cela va susciter un certain nombre de commandes pour Sargent.
Les filles Boyd est l'un des tableaux les plus importants du Musée des Beaux-Arts de Boston. On a énormément de chance de pouvoir le présenter dans l'exposition. La dernière fois qu'ils avaient quitté le musée, c'était pour être présenté au Prado, à côté des Ménines. Et vous voyez que Sargent ici fait effectivement sa propre interprétation des Ménines. Et c'est un tableau qui a été exécuté très très vite, donc exposé en 83, et qui présente 4 filles, les 4 filles d'un peintre, Boyd, qui était un ami de Sargent et qui lui donne carte blanche finalement pour ce tableau, qui dépasse de loin l'art du portrait. L'aîné, qui est adossé à ce grand vase japonais, est perdu dans les ténèbres de l'appartement de profil, alors que normalement il convient à l'aîné d'être vraiment mis en avant dans un portrait. Et Sargent joue sur des échelles, il surprend. Ces grands vases japonais en fait sont exposés à côté du tableau à Boston et font effectivement cette taille-là. Mais dans ce portrait, ce jeu sur les échelles donne un petit peu l'impression qu'on voit finalement 4 petites Alice au pays des merveilles à 4 âges différents. Et Sargent introduit ce paravent rouge à droite qui donne l'impression de tomber sur l'un des vases, et c'est tout à fait déstabilisant. Et si vous regardez bien les chaussures des 2 filles aînées, en fait, les jambes disparaissent dans la pénombre, mais Sargent utilise juste 2 petits coups de pinceau pour ancrer la composition et ancrer ces figures dans le tableau. Donc c'est réalisé avec une énorme économie de moyens, mais le résultat est des plus impressionnants. Et Sargent dira à propos de ce portrait d'enfant qu'il présente le spectacle étrangement inquiétant d'un talent qui, au seuil de sa carrière, n'a déjà plus rien à prouver. Alors, ce portrait de Madame Gautreau n'est pas un portrait de commande. Virginie Gautreau est l'une des grandes beautés de la Troisième République. On l'admire dans les salons, on parle de ses tenues dans la rubrique mondaine. Et Sargent, par l'intermédiaire d'un ami, lui propose de peindre son portrait. Et il dit à son ami, surtout, dis-lui que j'ai un talent prodigieux, sans doute avec une pointe d'humour. Toujours est-il qu'elle accepte de se faire peindre. Et Sargent a la plus grande difficulté à faire son portrait. Il comptait envoyer le portrait au salon de 1883, mais ne l'a pas terminé. Et chose rare pour Sargent, il fait un très grand nombre de dessins préparatoires pour essayer de résoudre cette composition et surtout pour trouver comment mieux peindre cette femme dont la beauté était très atypique. Donc qui avait un profil tout à fait particulier et qui en plus se fardait à l'extrême. Donc elle fardait son corps avec de la poudre lavande, elle rehaussait ses veines avec du fard bleu et elle se mettait même du rouge à lèvres sur les oreilles pour faire ressortir la pâleur de son teint. Et Sargent, dont on voit dans ses dessins, arrive à saisir la grâce de son modèle et décide finalement de la représenter de profil. Au début, il s'interroge, il pense peut-être la représenter de dos. Et il explique qu'il la peint finalement telle qu'il la voit quand elle évolue dans des soirées mondaines. Et dans le portrait original, la bretelle droite de la robe de Madame Gautreau est descendue en fait au bas de son épaule. Et lorsque le tableau est présenté au salon, cela crée un véritable scandale. Tout se focalise sur cette bretelle, puisque le scandale débute avec les femmes qui se permettent de dire devant le portrait de Madame Gautreau ce qu'elles ne pourraient pas lui dire dans une soirée de la bonne société. Ce qui frappe aussi ces femmes, c'est de voir ce corps fardé sous la lumière zénithale du Palais de l'Industrie en plein jour, alors que sa beauté était admirée le soir à la lumière des chandelles. La critique est beaucoup plus mitigée. La critique reconnaît que c'est un tableau tout à fait ambitieux que Sargent fait ici, un tableau tout à fait différent. On a un petit peu perdu l'originalité du portrait de Madame X avec nos yeux contemporains, mais un portrait de profil à l'époque de Piero della Francesca était tout à fait acceptable, mais très rare dans la France du 19e. Ce corps blanc qui rappelle sans doute Victorine Meurent, même si c'était la réalité de la couleur des chairs de Madame Gautreau, donc qui était très fardée. Et la robe même nous apparaît comme une robe fourreau,
qu'on connaît très bien depuis 100 ans, mais la robe fourreau n'existe pas avant les années 1920. Et Sargent, en fait, simplifie les lignes du portrait à l'extrême, passe la crinoline de la robe de Madame Gautreau derrière son bras gauche, de sorte que la ligne de son corps et ses courbes, que la société admirait tant, sont vraiment soulignées. Autre fait assez important, les portraits qui étaient exposés à côté de Madame X au salon montraient des femmes dans des toilettes roses ou colorées, avec un aspect doux, ce qu'on attendait de la féminité. Et là, au contraire, on a une sexualité très froide, très affirmée, elle est très hautaine, sûre d'elle, et le scandale est aussi lié à cette représentation de la féminité. Et le noir et blanc du tableau, donc la palette très restreinte, qui est inspiré de Velázquez, était plutôt appliqué aux portraits masculins à l'époque. Les portraits masculins étaient en noir et blanc, alors que les femmes étaient vraiment représentées en couleur. Donc c'était un portrait tout à fait révolutionnaire à bien des égards. Et Sargent refusera de le retirer du salon, comme le demande la mère de Madame Gautreau, qui dit que sa fille est perdue, ce qui ne sera pas le cas. Et il refusera de le vendre pendant toute sa vie, jusqu'au décès de Madame Gautreau en 1915. Et là, il accepte de le vendre au Met et dit que c'est la meilleure chose qu'il ait jamais faite. Le portrait de Samuel Pozzi montre très bien, là encore, comment Sargent fait fi des conventions du portrait de son époque. Oui, il fait allusion à la peinture de Titien et encore une fois aux maîtres anciens. Mais c'était tout à fait inhabituel et tout à fait décadent de se faire peindre dans sa robe de chambre, a fortiori rouge, et c'est ce que fait ici Sargent avec la complicité de Samuel Pozzi. Pozzi était l'une des personnalités du Tout Paris, c'était l'un des pères de la gynécologie en France, quelqu'un d'extrêmement charismatique, qui était aussi un homme à femme, c'était l'un des amants de Sarah Bernhardt. Et Sargent finalement met en avant la féminité de son modèle, alors que dans Madame X, c'est plutôt la masculinité de son modèle qu'il souligne. Là, au contraire, ce sont les longs doigts effilés de son modèle qui prennent le devant du portrait finalement. Et encore une fois, ce travail, cette audace avec le rouge sur rouge, après le blanc sur blanc de fumée d'ambre gris, ici, Sargent essaye un tout autre exercice. Et il sait sans doute qu'il va un petit peu trop loin avec ce portrait, et il ne le montre pas au salon. Il l'expose au contraire à Londres, puis avec les vins à Bruxelles, dans la première exposition des vins, donc une exposition plutôt de l'avant-garde en peinture.